Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au mouvement dans un champ uniforme. Alors ça peut être le mouvement d'un ballon sur un terrain de sport, le mouvement d'un obus tiré par un canon, ou aussi le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Avec cette animation, je peux simuler le lancer d'un ballon qui a une vitesse initiale de 17 mètres par seconde avec un angle de tir de 45 degrés. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'équation de la trajectoire et de connaître par exemple ce qu'on appelle la portée du tir, c'est-à-dire la distance à laquelle le ballon va retomber, et puis ce qu'on appelle la flèche, c'est-à-dire la hauteur maximale qui va être atteinte par le ballon. La portée est une caractéristique très importante pour un canon. Si vous disposez d'un canon dont la portée est supérieure à celle de votre adversaire, vous allez pouvoir le bombarder sans que les obus de votre adversaire ne vous atteignent. Les canons ayant la plus grande portée ont été développés pendant la guerre de 14-18. Vous avez ici l'exemple de la Grosse Bertha, un canon donc qui permettait de tirer des obus avec une portée de 12,5 km. Et ici l'arme de Guillaume qui bombarda Paris en 1918 depuis un pas de tir qui était situé à 120 km de la capitale. Donc l'obus est éjecté avec une vitesse de plus de 1600 mètres par seconde sous un angle de tir de 50 degrés et l'obus culminait à 45 km d'altitude. 45 km, c'est donc la flèche. Par la suite, ce type d'arme a été abandonné au profit de projectiles qui sont autopropulsés, c'est-à-dire des missiles. Un petit rappel sur la notion de poids. Le poids d'un objet va être assimilé dans ce chapitre à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Ici, donc, nous avons une pomme qui est au voisinage de la Terre. Cette pomme va être attirée par la Terre selon la loi gravitationnelle de Newton. Ainsi, la force exercée par la Terre sur la pomme, j'utilise la loi de gravitation universelle, c'est égal à moins g. Au numérateur, rappelez-vous, c'est le produit des masses des objets qui sont en interaction, petit m fois mt, petit m masse de la pomme, mt masse de la Terre, divisé par la distance qui sépare les deux objets, élevé au carré. Et donc la distance qui sépare les deux objets, c'est RT, le rayon de la Terre, plus petit h, l'altitude de la pomme, le tout au carré. Et on rajoute ici un vecteur unitaire, qui est le vecteur unitaire UTM. Comme sur la figure, vous voyez, ce vecteur unitaire, il est orienté du centre T de la Terre vers le point M qui correspond à la position de la pomme. C'est un vecteur unitaire de norme 1. Et on voit donc qu'il y a un signe moins dans la relation. Pourquoi? Parce que les vecteurs unitaires, le vecteur unitaire UTM et le vecteur force, F de la Terre exercée sur la pomme, ont des sens qui sont opposés. Maintenant, si la pomme est à la surface de la Terre, la relation précédente devient... Il va falloir remplacer petit h par 0, puisque l'altitude de la pomme est nulle. Et donc on a la force exercée par la Terre sur la pomme, qui va être égale à moins g, donc petit m fois mt, divisé par rt au carré, vecteur unitaire UTM. Si je regarde maintenant la norme de ce vecteur, donc la norme, vous vous rappelez, on enlève la flèche en physique. C'est une grandeur qui est positive, ça va être la valeur absolue du terme qui est devant, donc g petit m fois mt divisé par rt au carré, que multiplie la norme du vecteur unitaire UTM, et par définition, la norme d'un vecteur unitaire est égale à 1. Cette relation peut se réécrire, petit m, que multiplie g fois mt divisé par rt au carré. Pour un objet qui est au voisinage de la Terre, ce terme-là prend toujours la même valeur, et c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. On a donc la relation que vous connaissez bien, le poids d'un objet, c'est petit m fois petit g, qui est l'intensité de la pesanteur. On peut faire l'application numérique pour petit g, qui va être égal à grand G, c'est-à-dire la constante de gravitation universelle, 6,67 10 puissance moins 11. On multiplie par la masse de la Terre exprimée en kilogrammes, 5,97 10 puissance 24. Le tout divisé par le rayon de la Terre au carré. Le rayon de la Terre, c'est 6370 km.
Donc 6370. Attention, il faut convertir en mètres. Donc 10 puissance 3. Ne pas oublier le carré. Et l'application numérique vous donne la valeur habituelle, 9,80 mètres seconde moins 2. La force exercée par la Terre sur la pomme est assimilée au poids. Donc on a la relation P qui est égale à petit m fois petit g. On peut l'écrire aussi vectoriellement, vecteur P qui va être égal à petit m fois le vecteur intensité de la pesanteur. Le vecteur intensité de la pesanteur étant un vecteur qui est vertical, orienté vers le centre de la Terre. Du point de vue des unités, le poids est en newton, la masse, attention, en kilogrammes, et G en newton par kilogramme, et on verra aussi qu'on peut l'exprimer aussi en mètres seconde moins 2. Ainsi, les caractéristiques du champ de pesanteur, c'est-à-dire les caractéristiques du vecteur G dont on vient de parler, sont sa direction, c'est la verticale du lieu, son sens vers le centre de la Terre, et puis sa valeur, G égale 9,80 newton par kilogramme. Donc à Paris, la valeur de G dépend un petit peu de la latitude et aussi de l'altitude. Le vecteur petit g est radial, c'est-à-dire orienté vers le centre de la Terre. Et sa valeur, sa norme, dépend de l'altitude. Mais si on se place sur une zone de quelques kilomètres au voisinage de la Terre, on va pouvoir considérer que le vecteur G est uniforme. À ce moment-là, les directions sont les mêmes, la norme est la même et le sens aussi est le même. Le champ de pesanteur peut être considéré comme uniforme, c'est-à-dire même sens, même direction, même valeur, pour des mouvements proches de la surface de la Terre, où l'altitude ne varie pas trop, et dont la portée n'est pas trop grande. On va s'intéresser ici au mouvement d'une balle de tennis qui est frappée à partir d'un point M0 avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Le mouvement de la balle va être étudié dans un repère OXY. Les axes OX et OY sont dans le plan de la feuille et l'axe OZ est représenté en perspective. Il faut imaginer que l'axe OZ est perpendiculaire au plan de la feuille et orienté vers vous. Alors dans cette étude, les forces de frottement avec l'air sont négligées. La balle n'est soumise qu'à son poids. On dit alors que la balle est en chute libre. On peut se poser la question, est-ce que cette hypothèse est réaliste? Nous apporterons une réponse à cette question à la fin de l'étude. Alors ici, le système étudié, c'est la balle de tennis. Le mouvement de cette balle de tennis va être étudié dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, ce qui nous permettra d'utiliser la deuxième loi de Newton. Le bilan des forces lors de la phase balistique, c'est-à-dire une fois que la balle a quitté la raquette, la balle ne va être soumise qu'à son poids. P qui est égal à petit m fois petit g. Vous rappelez la méthode pour faire un bilan des forces. On s'intéresse aux forces de contact. Ici, la balle n'est en contact qu'avec l'air une fois qu'elle a quitté la raquette, et l'action de l'air est ici négligée. Et dans les forces à distance, on va trouver la force exercée par la Terre sur la balle, c'est-à-dire son poids. Donc première étape du raisonnement, c'est d'utiliser la deuxième loi de Newton pour déterminer le vecteur accélération. Deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération de la balle. Somme des forces extérieures, il faut que je fasse la somme de toutes les forces qui figurent dans mon bilan. Ici, je n'ai qu'une seule force, qui est le poids. Donc je remplace P égale petit m fois le vecteur accélération. P, je remplace par son expression, petit m fois petit g, qui est égal à petit m fois le vecteur accélération. Je peux simplifier par la masse, et donc j'ai l'expression du vecteur accélération, qui est égale au vecteur petit g. Cette relation est à redémontrer dans tous les exercices. Je vais maintenant déterminer les coordonnées du vecteur petit g. Donc le vecteur petit g, c'est un vecteur qui est vertical, orienté vers le centre de la Terre. Pour mieux voir ses coordonnées, je vais reporter le vecteur petit g à l'origine du repère. Ainsi. Et une fois que je l'ai fait, les coordonnées du vecteur g vont correspondre aux coordonnées du point
qui est ici représenté à l'extrémité de la flèche. Donc ce point que j'ai représenté ici, quelles vont être ses coordonnées? Ce point-là a une coordonnée qui est nulle selon l'axe OX et aussi nulle selon l'axe OZ. Il va avoir une coordonnée qui va être négative selon l'axe OY. Pourquoi? Parce que l'axe OY est orienté vers le haut et le vecteur petit g est orienté vers le bas. Et cette coordonnée va être donc négative et égale à l'opposé de la norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur g. Donc ça va être égal ici à moins g. Le vecteur a, le vecteur accélération et le vecteur petit g étant égaux, les coordonnées du vecteur a seront celles du vecteur g. Donc je vais avoir ici 0, moins g, et ici 0. Passons maintenant à la deuxième étape du raisonnement, détermination des coordonnées du vecteur vitesse. La détermination du vecteur vitesse nécessite de rechercher les primitives de chaque coordonnée du vecteur accélération, puis de déterminer les constantes d'intégration en tenant compte des coordonnées du vecteur vitesse initiale v0. On va voir cela point par point. Commençons par rappeler la définition du vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et on peut traduire cette relation vectorielle par des relations similaires sur les coordonnées. Par exemple, la coordonnée AX, c'est la dérivée de la coordonnée Vx par rapport au temps. Or, les coordonnées AX, AY, AZ du vecteur à accélération, on les a déterminées précédemment. Ce sont respectivement 0, moins g et 0. Ainsi, je ne connais pas Vx, Vy, Vz directement, mais je connais leur dérivée. Je sais que la dérivée de Vx est égale à 0. La dérivée de Vy est égale à moins g, et celle de Vz est égale à 0. Donc il va falloir, à partir de la dérivée, retrouver les fonctions qui donnent Vx, Vy et Vz. Et en mathématiques, ça s'appelle faire des recherches de primitives. Quelques dérivées usuelles qu'on va être amené à utiliser. La dérivée d'une constante est égale à 0. La dérivée de t, ici la variable c'est le temps, t qui joue le rôle de x en mathématiques, c'est égal à 1. La dérivée de 2t, c'est 2 fois la dérivée de t, donc c'est 2. La dérivée de k fois t, où k est une constante, c'est k fois la dérivée de t, donc k. La dérivée de t carré, c'est 2 fois t. Et la dérivée de k fois t au carré, c'est k fois la dérivée de t au carré, donc 2k fois t. On va avoir besoin ici de la notion de primitive d'une fonction petit f. Alors voici la définition issue de votre cours de mathématiques. Soit f une fonction définie sur un intervalle. On dit que grand f est une primitive de la fonction petit f. Si et seulement si la fonction grand f est dérivable et qu'on a alors f' de x qui est égal à petit f de x. Alors plus simplement, pour trouver les primitives d'une fonction petit f, il faudra se poser la question: quelles sont les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent petit f. Alors prenons quelques exemples. Quelles sont les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent la fonction f si f est 0? Donc il suffit que je regarde ma liste de dérivées tout à l'heure. Quelles sont les fonctions qui, lorsque je vais les dériver, vont donner 0? Eh bien quand je dérive une constante, j'obtiens 0. Donc les primitives de 0, ce sont des constantes. Donc constante ici que j'appelle C1. Deuxième exemple, quelles sont les fonctions qui, lorsque je les dérive, vont donner k? Donc il suffit que je regarde dans ma liste de dérivées de tout à l'heure, les fonctions qui, lorsque je vais les dériver, vont donner k. Quand je dérive k fois t, ça donne k. Donc les primitives de k, c'est k fois t, et plus une constante, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc n'importe quelle fonction du type k fois t plus c2, lorsque je vais la dériver, va donner k. Donc les primitives de petit k sont k fois t plus une constante. Maintenant, recherchons les primitives de t. Alors dans ma liste précédente, j'ai pas exactement ce qu'il me faut. J'ai la dérivée de t carré qui est égale à 2t. Et moi, je voudrais en fait la dérivée de quelque chose qui est égale à t. Donc en fait, il suffit que je divise par 2. Donc la dérivée de t carré sur 2,
va être égal à t. La dérivée de t carré, c'est 2t, et ça va se simplifier avec le 1/2 pour donner t. Donc les primitives de t, ça va être égal à t carré sur 2, toujours plus une constante, puisque la dérivée d'une constante est égale à 0. Dernière fonction dont je dois chercher une primitive, c'est k fois t. Donc on va obtenir, il suffit de multiplier par k ce qu'on avait obtenu précédemment. Les primitives vont être du type k fois t au carré sur 2 plus une constante. Donc revenons à notre problème maintenant. Je connais la dérivée de Vx par rapport au temps qui est égal à 0, donc il faut que je trouve, pour avoir Vx, il faut que je recherche les primitives de 0. Les primitives de 0, c'est une constante. Je connais la dérivée de Vy qui est égale à moins g, donc il faut que je cherche les primitives de moins g. Moins g, c'est une constante, ça joue le rôle de k tout à l'heure. Quelles sont les primitives de moins g? C'est moins g fois t, plus une autre constante, c2. Primitive de 0 sur l'axe z, ça va faire donc une constante que je vais appeler c3. Il reste donc à déterminer les valeurs de ces constantes, c1, c2, c3. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. Je vais regarder quel était le vecteur vitesse à l'instant initial, c'est-à-dire à l'instant où la balle a été frappée. Alors rappelez-vous, la balle a été frappée avec un vecteur vitesse initial qui faisait un angle alpha avec l'horizontale. Pour mieux voir les coordonnées du vecteur vitesse, je vais le reporter à l'origine du repère. Et je vais faire apparaître ainsi les coordonnées V0x, et V0y du vecteur vitesse. Je vois apparaître deux triangles rectangles qui vont me permettre d'exprimer ces coordonnées en fonction de l'angle alpha que fait le vecteur vitesse avec l'horizontale et en fonction de la norme V0 de ce vecteur vitesse. Si je travaille dans ce triangle rectangle que je suis en train de surligner en bleu, je vais avoir la relation suivante, cosinus alpha, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est V0x, et l'hypoténuse, c'est la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire V0. Donc de cette relation-là, je vais pouvoir en déduire que V0x va être égal à V0 fois cosinus de l'angle alpha. On va travailler maintenant dans ce triangle rectangle que je suis en train de surligner en jaune. L'angle alpha se retrouve ici. Et je vais exprimer cette fois-ci sinus de alpha, qui est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est V0y. L'hypoténuse, c'est V0, la norme du vecteur vitesse V0. Et donc, je vais pouvoir en déduire que V0y va être égal à V0 sinus alpha. Je peux maintenant compléter mes coordonnées pour le vecteur vitesse initiale V0, V0x, donc V0 cosinus alpha, V0y, j'ai trouvé V0 sinus alpha, et la coordonnée selon l'axe V0z est nulle. Alors rappelez-vous l'objectif. L'objectif, c'était de trouver les valeurs des constantes C1, C2, C3 qui apparaissaient dans ces trois équations. Ces trois équations donnaient les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant, et en particulier à l'instant initial. Donc si je remplace t par 0, il faut que ces équations me donnent les coordonnées du vecteur vitesse initial. Or les coordonnées du vecteur vitesse initial, je les connais. C'est V0 cos alpha, V0 sinus alpha et 0. Donc je vais remplacer t par 0 dans ces équations ici que j'ai entourées en vert. Et qu'est-ce que je vais obtenir ici? Ça va me donner pour la première C1. Si je remplace t par 0, le premier terme va s'annuler et donc je vais avoir C2. Et la dernière va me donner C3. Donc voilà, je connais mes trois constantes. Donc il suffit que je reprenne les valeurs pour obtenir donc les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Selon Vx, ça va donner V0 cos alpha. Donc moins gt plus c2, donc moins g fois t plus c2 que je viens de déterminer, qui est égal
à V0 sinus alpha et C3 qui est égal à 0. Ces trois équations que j'ai numérotées 1, 2 et 3 s'appellent les équations horaires de la vitesse. Alors si on regarde le sens de ces équations, vous vous rappelez qu'on avait trouvé que AX était égal à 0, et donc on en a déduit que Vx était égal à une constante, V0 cos alpha. Ça signifie en fait que la vitesse selon l'axe OX va être constante. Donc le mouvement de la balle est uniforme selon l'axe OX. Et deuxième point, on avait trouvé que AY est égal à moins G, ce qui signifie que l'on a un mouvement qui est uniformément varié selon l'axe OY. Troisième étape du raisonnement, on va passer des coordonnées du vecteur vitesse que l'on vient de déterminer à celles du vecteur position. Le vecteur position, c'est le vecteur qui donne les coordonnées de la balle. Alors la détermination du vecteur position nécessite de rechercher les primitives de chaque coordonnée du vecteur vitesse et de déterminer les constantes d'intégration en tenant compte des coordonnées de la position initiale de la balle. On va reprendre le même type de raisonnement qu'à l'étape précédente. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cette relation vectorielle se traduit par trois relations sur les coordonnées. Vx est égal à la dérivée de la coordonnée x par rapport au temps. Et pareil sur les coordonnées y et z. Et je vais reporter ici les coordonnées que j'ai trouvées pour le vecteur vitesse. V0 cos alpha, moins g fois t plus V0 sinus alpha, et ici Vz qui est égal à 0. Je cherche les coordonnées x, y et z de la balle, mais ce que je connais pour l'instant, c'est les dérivées de ces coordonnées. Je sais que la dérivée de x par rapport au temps, c'est V0 cos alpha, la dérivée de y par rapport au temps, moins gt plus V0 sinus alpha, et la dérivée de z est égale à 0. Donc il faut que je me pose la question, quelles sont les fonctions qui, lorsque je les dérive, donnent V0 cos alpha. V0 cos alpha, c'est une constante, ça dépend des conditions initiales avec laquelle la balle a été lancée. Donc les primitives d'une constante, c'est V0 cosinus alpha fois t, plus une constante d'intégration que j'ai appelée cette fois-ci C4. Je cherche les primitives de moins g fois t plus V0 sinus alpha. Les primitives de moins g fois t, c'est moins 1 demi de gt2, comme on l'a montré tout à l'heure. Primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 fois sinus alpha fois t, plus une constante, donc C5. Et primitive de 0, c'est une constante que je vais appeler C6. Pour vérifier qu'on a bien les bonnes primitives, on peut faire le raisonnement dans le sens opposé et redériver ces trois fonctions pour voir si on retombe bien sur V0 cos alpha moins gt plus V0 sinus alpha et 0. Je vous laisse faire ces vérifications. Il reste à trouver les valeurs de ces trois constantes C4, C5 et C6. Pour cela, je vais regarder les conditions initiales à nouveau, mais les conditions initiales sur la position de la balle. Où était la balle à l'instant t égale 0? Donc c'est indiqué sur le schéma, l'instant t égale 0. La balle se situe au point M0. Les coordonnées de ce point sont 0 sur l'axe OX. La balle a une altitude petit h, grand H, donc grand H sur l'axe OY, et une coordonnée qui est nulle selon l'axe OZ. Alors, les équations précédentes que j'avais ici me donnent les coordonnées de la balle à n'importe quel instant. Donc si je regarde ces coordonnées à l'instant t égale 0, si je remplace t par 0,
il faut que ça me donne les coordonnées réelles de la balle, c'est-à-dire 0, grand H et 0. Si je remplace t par 0 dans ces trois équations, je vais obtenir C4, C5, C6. Et donc j'ai déterminé ici les trois constantes d'intégration que je recherchais. Il suffit que je remplace dans les équations précédentes. J'ai donc x qui est égal à V0 cosinus alpha fois t, plus C4 qui est égal à 0. Pour y, moins 1 demi de g fois t au carré, plus V0 sinus alpha fois t, plus C5 qui est égal à grand H. Et sur Z, c'est toujours égal à 0. Ces trois équations s'appellent les équations horaires de la position. Elles permettent d'obtenir la position de la balle à n'importe quel instant. On va numéroter ces équations. 4, 5 et 6. Voilà, tenez bon, on arrive à la dernière étape du raisonnement, c'est-à-dire la détermination de l'équation de la trajectoire. C'est-à-dire la fonction mathématique qui va donner y en fonction de x. Il faut donc éliminer le temps entre les différentes équations que l'on vient de voir. Pour cela, on va utiliser l'équation 4, x égale v0 cos alpha t, pour exprimer le temps. Donc à partir de cette équation, on va pouvoir écrire que t va être égal à x divisé par v0 cosinus alpha. Et maintenant, je vais remplacer cette expression de t dans l'équation numéro 5, où je vois apparaître t ici et là. Allons-y. Donc y va être égal à moins 1 demi de g que multiplie t au carré, c'est-à-dire x carré, j'élève tout au carré, v0 carré cos carré alpha, plus v0 fois sinus alpha fois t, donc t je remplace par son expression, x sur v0 cosinus alpha, plus grand H. On peut simplifier par v0, et on sait que tangente alpha, c'est sinus alpha sur cos alpha. Donc on peut réécrire cette équation ainsi. Moins g que divise 2 v0 carré cos carré alpha fois x carré, plus sinus sur cosinus, donc on a dit que c'était tangente, plus tangente alpha fois x, plus grand H. C'est ce qu'on appelle donc l'équation de la trajectoire. La trajectoire de la balle est une portion de parabole, une fonction du type ax carré plus bx plus c, c'est une parabole qui dépend des conditions initiales, c'est-à-dire les valeurs de v0, h et alpha. Revenons à l'animation. Dans cette animation, donc, il y a un ballon de foot ici qui est tiré à partir du sol. Ça revient à remplacer grand H dans les équations par 0. Donc si je lance ici le ballon de foot, je vois apparaître la trajectoire du ballon et ici les différentes équations horaires que l'on a établies. On avait déterminé ici que AY est égal à moins G, on le retrouve ici sur le graphique du bas. On avait trouvé ici que Vx est égal à constante V0 cos alpha et que Vy était égal à moins Gt plus V0 sinus alpha. Donc une droite, une fonction affine de coefficient directeur négatif égale à moins G. Et ici on avait donc trouvé les équations horaires de la position du ballon. X égale V0 cosinus alpha fois t et Y qui est égal à moins 1 demi de Gt carré plus V0 sinus alpha fois t. Je peux voir aussi les coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Et si je remarque quelque chose de particulier, c'est qu'au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse ne s'annule pas. Qu'est-ce qui va s'annuler? C'est la coordonnée Vy du vecteur vitesse qui va être égale à 0. Avec cette animation, je peux faire varier les conditions initiales du tir en changeant la vitesse initiale. Si j'augmente la vitesse initiale, eh bien sans surprise, le ballon va aller plus loin, la portée va augmenter et je peux modifier l'angle de tir
pour différentes valeurs. Je peux le faire de façon plus systématique en regardant pour une même vitesse initiale les différentes paraboles que je peux obtenir en faisant varier l'angle de tir, et je vois que la portée va être maximale pour un angle de tir qui va être égal à 45 degrés. Alors on avait fait comme hypothèse que les frottements avec l'air étaient négligeables. Est-ce que cette hypothèse est réaliste? Dans cette animation, vous allez voir apparaître deux courbes si je lance le ballon. La courbe en trait fin, c'est la courbe qui correspond au mouvement du ballon en négligeant les frottements. Et la courbe en gras, en trait épais, c'est la courbe qui prend en compte les frottements avec l'air. Donc vous voyez que ici j'ai rentré les paramètres d'un ballon de foot, d'un vrai ballon de foot, un diamètre, un rayon de 11 cm avec une masse de 430 grammes. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le fait de négliger les frottements n'est pas réaliste du tout, puisque en négligeant les frottements, on voit que la portée est de 40 mètres, alors que le ballon, finalement, en prenant en compte les frottements, n'arrivera qu'à une distance de 30 mètres. Si je prends maintenant l'exemple d'un gros ballon de plage, donc avec un grand rayon et une petite masse, ça va être encore pire. Vous voyez, l'écart entre les deux courbes est très important. Donc pour pouvoir négliger les frottements, il faut prendre un projectile qui va avoir un rayon petit et qui va avoir une masse importante. Donc un objet petit et dense. Et à ce moment-là, les deux courbes sont quasiment confondues. On va appeler 7 la dernière équation obtenue. Alors il va falloir savoir aussi exploiter les équations que l'on a obtenues dans les exercices. Donc ici vous avez une situation où j'ai rajouté sur le schéma le filet et puis la ligne de fond de cours. Donc on vient de trouver l'équation de cette courbe, y de x, qui est égale donc à moins g, divisé par 2v0 carré cos carré alpha, fois x carré, plus tangente alpha, fois x, plus grand H. On va appeler grand R le point où va rebondir la balle, et S le point qui va correspondre au sommet de la trajectoire. Comme on l'a vu dans l'animation, au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse, qui est tangent à la trajectoire, va avoir une direction qui est horizontale. Donc je trace mon vecteur vitesse, Vs. Donc Vs est horizontal. Ça signifie que l'une de ces coordonnées est nulle, et la coordonnée qui est nulle, c'est Vsy. Vsy est égal à 0. Et c'est cette propriété que l'on va exploiter tout à l'heure pour trouver la hauteur maximale à laquelle la balle est allée. Et deuxième chose qui est importante, on veut savoir fréquemment où est-ce que la balle va toucher le sol, quelles sont les caractéristiques de ce point R. Il y a une coordonnée de ce point que l'on connaît, on sait que y de R va être égal à 0. Lorsque la balle touche le sol, sa coordonnée y s'annule. Alors une fois que vous aurez établi les équations horaires et l'équation de la trajectoire, le problème ne s'arrête pas là en général dans les exercices de bac. On vous demandera d'exploiter ces équations pour répondre à des questions. Première question que l'on peut vous demander, c'est où la balle retombe-t-elle? Donc comme on vient de le voir, quand la balle touche le sol, donc au point R, on sait que YR est égal à 0. Donc pour trouver l'autre coordonnée qui nous intéresse, c'est-à-dire la coordonnée XR de la balle, on va exploiter l'équation numéro 7. On va remplacer ici
YR par 0. Et donc il va falloir résoudre 0 qui est égal à moins G, 2V0 carré cos carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x plus grand H. Cette équation est une équation du second degré en x qu'il va falloir résoudre. Elle va mettre deux racines, et la racine qui va nous intéresser, bien sûr, c'est la racine positive. Deuxième question qui peut être posée, la balle sort-elle du cours? Pour répondre à cette question, après avoir résolu l'équation du second degré précédente, on connaît l'abscisse XR de la balle au moment où elle rebondit. Donc il suffit de comparer XR à la distance D, D étant la distance entre le joueur et la ligne de fond de cours. Si XR est plus grand que D, alors la balle va sortir. Deuxième façon de faire, c'est de regarder l'ordonnée de la balle au niveau de la ligne de fond de cours. Si cette ordonnée est positive, ça signifie que la balle va passer au-dessus de la ligne de fond de cours et donc qu'elle va sortir. Indiquons ces deux méthodes. La balle sort du cours si XR est plus grand que D. Ou alors, deuxième méthode, calculer Y de D avec l'équation 7. Si Y de D est positif, alors la balle sort du cours. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle? Rappelez-vous donc, on avait vu que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc au sommet de celle-ci, le vecteur vitesse est horizontal. Et ça se traduit par le fait que VSY va être égal à 0. C'est l'équation 2 qui donne la coordonnée VSY. Donc il faut exploiter cette équation. On remplace VSY par 0. Donc il faut résoudre 0 qui va être égal à moins G fois T. TS ici, la date à laquelle la balle va passer par le sommet de la trajectoire, plus V0 sinus alpha. On en déduit la date à laquelle la balle va arriver au sommet de la trajectoire, TS qui va être égal donc à V0 sinus alpha divisé par G. Puis après, une fois qu'on a calculé cette date, on remplace dans les équations 4, 5 et 6 pour avoir les coordonnées du point S. Et l'équation 5 qui va donner Y de S va nous donner la flèche, c'est-à-dire la hauteur maximale atteinte par la balle. Dernière question qui peut être posée, c'est la balle passe-t-elle le filet? Donc pour que la balle passe le filet, il faut que sa trajectoire soit au-dessus du filet. Donc il faut regarder l'ordonnée de la balle pour une distance qui va être égale à L. Donc remplacer x par L dans l'équation de la trajectoire et regarder si l'ordonnée correspondante
va être supérieure à celle de la hauteur du filet. La balle passe le filet. Si y de L est plus grand que petit h. Donc ici, il y a quand même quelque chose qu'on a négligé. C'est le rayon de la balle. Tout dernier point de cette étude, ce sont les aspects énergétiques. Alors vous avez vu en première spécialité le théorème de l'énergie mécanique qui dit que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Et comme force non conservative, ici il n'y a que les frottements. Donc si on néglige les frottements, la variation d'énergie mécanique est nulle, ça signifie que l'énergie mécanique se conserve. Donc lors d'un mouvement d'un système en chute libre, c'est-à-dire en l'absence de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve. Et l'énergie mécanique, rappelez-vous, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z. Et à ce moment-là, cette énergie mécanique est constante. Rappelons les unités dans cette relation. L'énergie mécanique, c'est en joules, comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. La masse, attention, en kilogrammes. La vitesse, en mètres seconde moins 1. G, mètres seconde moins 2. Et puis Z est en mètres. On le voit sur cette animation, si je lance la balle, si les frottements sont négligeables, ce qui est le cas ici, on voit que l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique étant la somme de l'énergie cinétique, c'est la courbe rouge, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Il faut savoir identifier et légender ces courbes si on vous les donne. L'énergie potentielle de pesanteur, en fait, elle varie comme Y ici, Y étant l'axe vertical. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgy, donc lorsque la balle monte, l'énergie potentielle de pesanteur augmente, lorsque la balle redescend, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. On peut regarder aussi ce qui se passe à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, la balle ici part du sol, donc l'énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à 0. Pour l'énergie cinétique, lorsque la balle monte, sa vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue, et puis après réaugmente lorsque la balle redescend, puisqu'elle reprend de la vitesse. Donc on voit que lorsque la balle monte, l'énergie cinétique diminue, mais la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur reste constante. Ça signifie qu'il y a conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. Et c'est le contraire lorsque la balle redescend. Lorsque la balle redescend, donc l'énergie potentielle de pesanteur qui est perdue est convertie en énergie cinétique, la somme des deux restant constante. Si je prends la situation où les frottements ne sont plus négligeables, comme ici. Si je regarde les courbes en gras, en trait épais, on voit que l'énergie mécanique diminue lentement en raison du travail des forces de frottement. En conclusion, que faut-il savoir faire? Eh bien, il faut savoir rétablir toutes les équations que l'on a vues dans la première partie. Pour savoir si vous savez le faire, il n'y a qu'une solution. Vous fermez le cours, vous prenez une feuille blanche et vous rétablissez tout. Il faut absolument savoir le faire et aussi savoir adapter ces équations aux conditions initiales qui seront fournies dans un autre exercice. Il se peut que les conditions initiales soient différentes, ce qui va modifier un petit peu les différentes équations.